Alors, le titre de cette intervention peut, à bien des égards, faire sourire également. La laïcité à l'école, une pédagogie est-elle possible ? Alors, voilà typiquement le genre de questions dont on connaît également déjà la réponse, évidemment. Là aussi, moi, si je vous dis non, on peut envisager ici et dès maintenant le début du week-end, et particulièrement si nous en restons à la fracture qui est suggérée par cette caricature ici. Mais bien évidemment, la question est un peu plus signifiante qu'il n'y paraît. En fait, elle interroge, je dirais, doublement. D'une part, elle révèle bien sûr l'interrogation en elle-même. Comment finalement enseigner une notion ? Comment enseigner une valeur ? Comment enseigner un principe ? Quels sont les outils dont disposent les enseignants ? On a les outils, mais comment s'y prend-on ? Comment répond-on aux élèves qui nous sollicitent parfois sur des questions religieuses, qui nous sollicitent sur des faits d'actualité parfois tragiques, sur les convictions politiques en période électorale et sur, finalement, d'une manière beaucoup plus large, sur les questions sensibles qualifiées donc de socialement vives et qui nous impliquent, bien sûr, directement, nous, enseignants. D'autre part, elle révèle probablement aussi la difficulté, on l'a vu tout à l'heure, évidemment, à définir, à entourer vraiment au sens de faire le tour, le terme, dans sa définition qui apparaît donc souvent comme cette espèce de paradoxe entre simplicité et complexité. Alors, pour tenter de répondre ensemble à ces questions, qui entreront, j'en suis tout à fait convaincue, en résonance avec ce qui vient de vous être présenté par Mathieu Clouet, la répétition fixant la notion, eh bien, il y aura probablement des répétitions. Je vous propose, moi, trois temps de réflexion. Un premier temps, donc, autour de la question primordiale du lien entre l'enseignant et la transmission des valeurs de la République. Un deuxième temps qui sera consacré donc, au défi de la pédagogie de la laïcité, et cette fois-ci en entrant au cœur du questionnement des élèves et des enseignants. Et enfin, donc, un troisième temps sous la forme d'un regard posé sur le champ des possibles d'une pédagogie de la laïcité. Alors, je vous propose peut-être d'introduire cette première partie par un manuel de morale républicaine de 1922. Un manuel qui est un peu atypique, c'est vrai, mais qui illustre en fait déjà des interrogations enseignantes et aussi la place tout à fait spécifique de la morale et de la religion dans une interaction qui évidemment aujourd'hui peut tout à fait nous faire sourire. Alors j'ai découvert cet ouvrage donc, intitulé « Dans une petite école, causerie d'éducation morale » en fouillant sur le site de la bibliothèque numérique de l'Artois qui propose donc un certain nombre d'ouvrages de morale républicaine numérisés. Je vous invite à aller y jeter un œil, c'est tout à fait intéressant. Et celui-ci a particulièrement retenu mon attention parce qu'il rappelle aussi combien il est parfois difficile de faire face aux questions déconcertantes des élèves qui confondent bien évidemment cette idée du savoir et du croire. Alors, face à une question, Madame, laquelle est la meilleure religion ? Donc la maîtresse réfléchit, elle s'interroge et elle répond que c'est celle qui nous rend meilleurs. Puis, par une sorte de mise en situation, alors je n'entre pas dans les détails, mais une sorte de mise en situation des trois amies, l'une étant catholique, l'autre étant protestante, et l'autre, pour reprendre l'expression qui est utilisée dans l'ouvrage, la dernière n'allant prier dans aucune église. Elle demande donc aux enfants s'ils estiment que chacune de ses amies a la bonne religion. Et elle va conclure, dans une approche que l'on pourrait qualifier de tolérante et d'ouverte, que donc chacune a une bonne religion et que chacune a le droit de croire que sa religion est la meilleure pour elle-même. Alors voilà une entrée un peu déconcertante, mais qui trouve
qui trouve finalement un écho dans les classes aujourd'hui avec ce dessin un peu humoristique. C'est un dessin qui illustre un manuel, qui est une illustration dans un manuel du premier degré et qui illustre, si vous voulez, l'ambition du débat chez les enseignants. Alors finalement, à quelle question est-il plus difficile de répondre ? À un élève qui va vous demander si le Père Noël existe, ou à un enfant qui vous demande quelle est la meilleure religion. Cette entrée un peu anecdotique donc par le religieux, c'est une manière de vous annoncer évidemment que la laïcité, et on en a parlé tout à l'heure, ne saurait se réduire bien évidemment à ces seules questions, même si c'est évident, c'est bien sur ce point que les crispations sont souvent les plus fortes. Alors les questions relatives à la laïcité sont-elles encore les mêmes aujourd'hui ? Finalement, ce qui est certain, c'est qu'il existe une corrélation qui est très étroite entre les valeurs de la République, leur transmission par les enseignants et finalement les questions qui sont liées à cette transmission. Et si l'enseignant s'interroge, c'est bien parce qu'il a une conscience qui est très élevée de l'importance de la tâche qui lui est confiée dans cette transmission des valeurs de la République, en prenant garde, bien évidemment, de ne pas transformer cette mission en un espèce de postulat incantatoire qui entrerait, bien sûr, là, totalement en contradiction avec l'esprit de cette transmission. Alors, un regard nécessaire sur le cadre institutionnel et professionnel récent, qui renvoie bien sûr à ces questions de transmission des valeurs de la République. On peut commencer bien sûr par faire référence à l'article du Code de l'éducation, qui dit que, outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. La loi de la refondation de l'école de la République du 8 juillet donc 2013 va repréciser en quelque sorte le propos. La nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité dans l'exercice de leurs fonctions. Les personnels mettent en œuvre ces valeurs. Alors, il ne s'agit pas de faire un effet catalogue, mais parce que nous sommes en train de préciser le cadre, je vais y ajouter bien sûr le référentiel de compétences des enseignants qui a été validé en 2013 et qui accentue bien sûr cette dimension, qui affirme donc en premier lieu cette importance de la transmission des valeurs. Compétence numéro 1, faire partager les valeurs de la République. En tant qu'agent du service public d'éducation, les professeurs et les personnels d'éducation transmettent et font respecter les valeurs de la République. Savoir transmettre et faire partager les principes de la vie démocratique, ainsi que les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité, refus de toutes les discriminations. Et enfin, aider les élèves à développer leur esprit critique, à distinguer les savoirs des opinions ou des croyances, à savoir argumenter et à respecter la pensée des autres. Alors enfin, pour être vraiment complet et pour basculer un peu évidemment de l'autre côté, mettons cela en regard avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture de mars 2015. Et là aussi, les choses sont très claires. Domaine numéro 3, la formation de la personne et du citoyen. Un domaine qui fait donc appel à l'apprentissage et à l'expérience des principes qui garantissent la liberté de tous, à des connaissances et à la compréhension du sens du droit et de la loi, et enfin à la connaissance, la compréhension, mais aussi la mise en pratique du principe de laïcité. Alors, vous avez là donc l'ensemble des principes et valeurs qui entourent finalement la profession. C'est vrai qu'il y a toujours un côté un peu sec, un peu abstrait dans ces cadrages professionnels. Et en fait, c'est tellement sec et abstrait que cela renvoie aux multiples interrogations à partir desquelles nous, enseignants, nous devons donc pratiquer et mettre concrètement en œuvre. Aussi, la question qui apparaît en filigrane, c'est celle du rapport des enseignants à la transmission des valeurs de la République.
un rapport qui a été, vous le savez, réactivé de manière évidemment particulièrement aiguë, particulièrement douloureuse, en janvier 2015, lorsqu'à la une des médias, on s'interroge sur une école qui aurait failli à sa mission. Regardez la une de Télérama. Une mission qui, vous le savez, n'a jamais cessé d'être au cœur de l'école républicaine. Et évidemment, je ne vais pas remonter à la Troisième République, mais prenons l'exemple de 1985, avec l'introduction de l'éducation civique dans les programmes liés évidemment à ces changements sociétaux, à la crise des banlieues, à la diversité grandissante des élèves, qui va révéler bien sûr ce besoin accru de réaffirmer des valeurs citoyennes. Et il est vrai que depuis, on a quand même eu une série de discours sociétaux, culturels, politiques, idéologiques qui se sont accumulés et qui tendaient à dire qu'il y avait une perte des valeurs enseignées à l'école. Mais cette réflexion autour des valeurs républicaines de l'école et leur transmission va réapparaître, vous le savez, dès 2012. Et surtout, de façon vraiment nette, en 2013, dans le cadre de la loi de la refondation de l'école de la République, portée par le ministre Vincent Peillon. C'est peut-être ce que l'on pourrait appeler aussi la gestion du sentiment d'urgence de l'après-Mohamed Merah. En tout état de cause, le débat est réactivé autour de la morale laïque à l'école, qui sera bien évidemment actée, intégrée dans les programmes sous le nom d'enseignement moral et civique, et ceci dès la rentrée donc, de 2015. Mais il est vrai que le contexte tout à fait particulier et le choc des attentats de janvier 2015, ainsi que, vous le savez, certaines réactions qui vont être observées dans les établissements scolaires lors de cette fameuse minute de silence à la gestion complexe, qui vont mettre en pleine lumière finalement notre institution dans un moment particulièrement crispé. Et comme vous le voyez ici, la DGESCO, alors Florence Robine, va expliquer dans l'Obs que la mise en œuvre de l'EMC devait avoir lieu en septembre 2015 et qu'il n'était pas possible d'attendre la rentrée de 2016. Donc, très vite, une grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République est annoncée par la ministre Najat Vallaud-Belkacem le 22 janvier 2015, et elle sera lancée dès février donc 2015, une mobilisation qui, vous le voyez encore une fois, fait une place toute particulière à la valeur laïcité. Très clairement, avec cette laïcité qui est mise au cœur de l'école, des questions de déontologie enseignante se posent alors. Et ce cadre institutionnel qui donne le sens de l'école peut sembler parfois être un peu en tension avec le quotidien de la classe, le quotidien des couloirs, le quotidien de la cour de récréation. Et paradoxalement, cela peut donner le sentiment d'une sclérose du sens de l'école. Alors, arrêtons-nous peut-être un peu autour de ces questions en utilisant un éclairage tout à fait intéressant qui est l'éclairage d'Éric Prérat. Alors, c'est une entrée utile parce qu'elle introduit une réflexion sur la morale, l'éthique, la déontologie de la profession, tout en prenant acte des changements évidemment intervenus dans la société, même si, pour être très clair avec vous, c'est un ouvrage qui date quand même de 2009. Mais Éric Prérat se propose d'analyser le sens et la place de l'école en dégageant en fait les propriétés qui sont propres au lieu scolaire, par le prisme des valeurs de la République. Et pour ce faire, il donne une place tout à fait importante à trois penseurs qui finalement s'accordent à dire, d'une manière, c'est vrai, assez évidente, que l'école est bien le lieu où l'on se prépare à devenir adulte par la transmission des valeurs et qui, ainsi, donc, dessine le contour de l'espace laïque à l'école. Alors, première philosophe convoquée,
Hannah Arendt, vous savez, c'est elle qui avait formulé, notamment dans la crise de la culture en 1995, c'est elle qui avait formulé cette controverse très française, cette controverse qui datait des années 90 entre républicains et pédagogues. Et Hannah Arendt nous explique que l'école est un espace pré-politique, un espace protégé, un espace social, donc protégé et protecteur, et dans lequel les enseignants ont pour objectif finalement de présenter le monde. Complémentarité avec l'autre philosophe convoqué par Éric Prérat, Hegel. Alors évidemment, je ne m'aventurerai pas à entrer dans la dialectique hegelienne, il y a de grands spécialistes ici, mais lorsque Hegel parle de l'école, eh bien, il détermine cette école comme une sphère à part, autonome, et à l'écart finalement du tumulte et des intérêts du dehors. Et là, on serait davantage dans une école qui aurait vocation à familiariser l'élève avec l'usage du monde. Donc, présenter le monde et familiariser l'élève ensuite, dans un deuxième temps, avec l'usage du monde. Enfin, dernier philosophe convoqué par Éric Prérat, l'incontournable Condorcet. Pour Condorcet, l'école a la mission d'instruire et d'éclairer les hommes afin d'en faire donc de vrais citoyens, c'est-à-dire des sujets capables de comprendre et d'infléchir finalement le cours du monde. Le but de l'instruction, selon Condorcet, ce n'est pas de faire admirer aux hommes une instruction qui serait toute faite, mais c'est de les rendre capables de l'apprécier et de la corriger. Vous connaissez tous cette citation de Condorcet, « instruire pour rendre la raison populaire ». L'école est donc bien ce lieu, pour ces trois philosophes, où les hommes vont devenir égaux, où ils s'émancipent dans une visée égalitaire. L'école, donc, l'espace où on apprend à penser pour pouvoir exercer ses droits avec une forme de lucidité. Et donc, l'ouvrage de Prérat s'achève sur une proposition qui est assez intéressante, assez drôle, un peu décalée aussi, une proposition de charte déontologique de l'enseignant. Bon, c'est un autre sujet, mais il faut aller voir, c'est assez amusant. Il y a cependant dans ce livre qui croise donc la déontologie enseignante avec l'espace de l'école, vous avez là l'esquisse de la définition de la laïcité qui est déposée de manière à la fois signifiante, c'est vrai, mais aussi opérationnelle en entrant par finalement l'essentiel, le sens de l'école. Donner le sens de l'école, c'est une idée simple, mais qui n'est pas simpliste et qui peut constituer sur le terrain finalement le cœur du dialogue en cas de situation de crispation, que ce soit avec les élèves, que ce soit finalement avec les parents également. Alors qu'attendez-vous de l'école ? Voici ce que le philosophe Jacques Muglioni répond. C'est le lieu où on apprend ce que l'on ignore pour pouvoir, le moment venu, se passer de maître. Voilà qui interroge donc désormais le maître, l'enseignant. Dans le projet, l'ambition est de permettre aux élèves de se passer de maître et qui, pour ce faire, donc, vont devoir apprendre à être maîtres de leur jugement. C'est donc cela l'ambition de l'école, transmettre l'émancipation de la conscience humaine et permettre l'autonomie de jugement dans une approche universelle, contribuer ainsi à l'universel tout en respectant le particularisme de chaque élève. Henri Pénard-Ruiz, qui était présent pour une conférence ici même, il y a 2 ans, je crois, expliquait avec cette très jolie formule que les enseignants sont des fonctionnaires de l'universel, des passeurs de liberté et d'égalité. Bon, je ne suis pas certaine qu'on puisse indiquer cette désignation sur nos documents administratifs, mais avouez que ça possède quand même une certaine allure. Enfin, en tout cas, pour ce faire, les enseignants qui s'interrogent sur cette transmission des valeurs n'oublient pas
la formule de Condorcet, les croyances sont particulières et les connaissances sont universelles. L'école laïque, on le disait tout à l'heure, n'a pas à inculquer des croyances. Les convictions des enseignants n'ont pas leur place à l'école. Lorsque j'entre dans ma classe, ce n'est pas ma conviction particulière qui est privilégiée. La République confie ses élèves. Elle confie ses élèves aux enseignants pour qu'ils s'élèvent. S'élever, construire sa liberté par l'autonomie de jugement, mais aussi par la suspension du jugement, cette suspension du jugement qui permet l'analyse, qui permet la confrontation, qui permet les interrogations. C'est cela le rôle de l'école laïque. Et nous sommes bien loin d'une laïcité que l'on adjective. Nous sommes bien loin d'une laïcité qui serait injonctive, incantatoire, et voire même parfois punitive dans certaines de ses perceptions. Revenons quand même à janvier 2015. En janvier 2015, donc, les médias interrogent la responsabilité de l'école, les enseignants et d'une éventuelle faillite dans cette transmission des valeurs. Et donc cette espèce de malaise est un peu déposé dans la sphère médiatique et il renvoie encore une fois les enseignants à leurs responsabilités. Mais soyons clairs aussi, il est évident que l'échec à l'école n'est pas l'échec de l'école. Les maux de la société qui sont analysés par exemple par Rouen-Augien, qui en 2012 déjà écrivait que la guerre aux pauvres commence à l'école. Je ne sais pas si vous vous rappelez du contexte de la sortie de cet ouvrage. En fait, il réagissait assez fortement à la volonté de mettre en place alors justement un enseignement laïque de la morale. Et il explique quelque chose qui est très intéressant, parce qu'il explique que les injustices sociales compliquent finalement toute réflexion citoyenne avec les élèves. Et c'est souvent cela que les élèves, bien sûr, nous renvoient. Bon, c'est un tout autre débat, parce que nous aurions pu aussi évoquer, bien évidemment, l'impact des médias sur nos élèves, l'impact des réseaux sociaux, des nouvelles stratégies d'information, d'une jeunesse qui ne perçoit plus le monde, finalement, que dans une forme de rapidité et de superficialité, et qui donne, du coup, véritablement le sens et toute sa place à l'école. Et puis soyons clairs, il ne suffit pas de dompter les outils numériques en classe. Il faut aussi décoder le monde virtuel, permettre à l'élève une prise de conscience de son acculturation au monde numérique afin de donner du sens à ce qui est finalement aujourd'hui la première des cultures adolescentes. Alors, je n'insiste pas, mais enfin, je vous rappelle que c'est quand même l'un des piliers essentiels du parcours citoyen qui propose une éducation aux médias et à l'information. Transmettre aux élèves, donc, le sens de l'école, c'est ça, finalement, le défi à relever. Et même si Henri Pénard-Ruiz nous qualifie de fonctionnaire de l'universel, il y a bien encore une place qui est faite à des formes d'incompréhension, de confusion, qui, au fond, c'est vrai, n'ont pas lieu d'être, mais qui sont bien présentes sur le terrain et qui révèlent le paradoxe, encore une fois, je me répète, mais il y a ce paradoxe de la simplicité, de la complexité conjointe d'une définition de la laïcité à l'école. Alors, passons à notre deuxième temps de réflexion. Je ne vais pas développer ici la question de la contre-culture adolescente. Je vous rappelle néanmoins les copies de brevets auxquelles Mathieu Clouet faisait allusion tout à l'heure, qui était un indicateur assez fort. Autre indicateur assez fort, cette capture du clip de Médine qui sort en janvier 2015. Je n'y reviens pas également, mais on avait là aussi un marqueur tout à fait intéressant. Alors plutôt sous la forme d'une prise de pouls, sans analyse, vraiment sans démarche scientifique, ni de ma part, ni d'ailleurs surtout pas de la part du quotidien Le Parisien, qui va délivrer en 2 temps quelques paroles d'élèves. En 2013, pour commencer, puis en 2017. Alors, je vous livre l'ensemble pêle-mêle, un ensemble donc intéressant, je vous disais, parce que ça révèle le quotidien de l'appropriation
par les élèves finalement de cette valeur. Donc la question qui est posée à la sortie d'un collège de la banlieue parisienne, c'est qu'est-ce que la laïcité? Donc, tu n'as pas le droit de mettre ton voile. Je vous ai un petit peu déjà déchiffré les choses. La laïcité est là pour mettre tout le monde d'accord. On trouve qu'elle prend trop de place dans notre société quand elle s'impose dans les lieux publics. La prof disait qu'Adam et Ève n'étaient pas les premiers hommes sur Terre. Il y a des profs qui tolèrent que les filles mettent une djellaba. C'est une valeur qui rapproche tout le monde. C'est un concept de respect de la culture et de la religion de chacun. La laïcité n'empêche pas de parler de religion à l'école avec les profs. C'est une sorte de peace and love. Mais il ne faut pas abuser. La loi, c'est le Coran. La neutralité, c'est pour tout le monde. C'est une contrainte. Mais non, au contraire, c'est une liberté. Je bascule en 2017, et cette fois-ci, le Parisien ouvre les portes d'un lycée et fait le constat d'une laïcité qui est encore à définir. Donc des élèves qui s'interrogent. Ici, est-ce qu'il n'y aurait pas trop de liberté d'expression en France ? L'esprit critique, qu'est-ce que c'est? Parce que critiquer, ça veut dire de toute façon mal parler. Quand on nous montre les caricatures sur la mort des migrants naufragés, je comprends, mais je ne suis pas d'accord. Et Sabrina raconte qu'elle s'est fait frapper et cracher dessus en sortant du lycée parce qu'elle portait le voile intégral. Bon, on ne va pas tout décrypter, mais enfin, vous voyez bien là où je veux en venir. On a encore cette confusion, on a encore cette incompréhension et concrètement, les personnels de l'éducation sont parfois un peu démunis face au discours et même s'ils refusent très logiquement de renvoyer dos à dos une vérité et une autre vérité. Jean Bobéro s'interrogeait aussi l'année dernière dans un ouvrage paru à destination des enseignants et des éducateurs, et il reprenait aussi les questions d'élèves. C'est quoi la liberté de conscience? Et si on n'aime pas les religions, est-ce qu'on peut le dire? La laïcité, c'est la tolérance des autres? Alors, ce sont des questions où finalement on a envie de répondre simplement, mais ce n'est pas si simple. On en est toujours là. Néanmoins, Jean Bobéro propose des réponses à la fois claires, mais surtout il refuse une éventuelle stratégie de l'évitement. Et il rappelle qu'on parle de la laïcité à l'école, pourquoi? Nous l'avons dit tout à l'heure, mais parce que la République est laïque. Parce que les enfants aussi, parce que les élèves ou les enfants entendent parler régulièrement de la laïcité. Parce que justement, c'est un mot difficile et abstrait. Parce que la laïcité, c'est un élément essentiel de l'éducation. Parce que pour tous aussi, la notion de laïcité a besoin d'être clarifiée. Et enfin, parce que la laïcité, c'est un élément essentiel du programme d'EMC. Du côté des élèves, allons un peu du côté des enseignants. Face aux urgences sociétales, eux aussi s'interrogent et cherchent des réponses. Un regard ici sur le numéro septembre 2015, je crois, de la lettre professionnelle du Monde pour les enseignants et les éducateurs sur les questions de laïcité et de religion. Cette lettre a d'ailleurs disparu depuis. Regardez les questions qui sont donc posées ici. Existe-t-il un menu laïque? Quelle est l'origine des interdits alimentaires? Les religions légitiment-elles l'inégalité entre les hommes et les femmes? La laïcité est-elle devenue une idéologie? On a encore une fois là le sentiment d'un besoin de réponses qui seraient des réponses un peu toutes prêtes, pratiques, que l'on pourrait presque dupliquer dans un souci de réassurance collective. Alors, je vous propose également d'observer ici, ensemble, à partir de définitions qui ont été proposées par mes étudiants, des professeurs des écoles stagiaires, mais aussi par des professeurs des lycées et collèges stagiaires. Je leur avais demandé de me définir la laïcité, et donc j'ai établi, à partir de leur définition, j'ai eu
un peu plus de 70 réponses, j'ai établi ce nuage de mots. Et vous voyez que c'est tout d'abord cette idée de respect qui interpelle les collègues. Dans le cadre des discussions qui ont été engagées lors des modules de laïcité en Master 1 ou lors des cours de MC en Master 1 et en Master 2, on voit apparaître quand même de vraies interrogations qui oscillent entre différentes approches. Et on peut observer peut-être quatre types de confusion. Première confusion qui serait donc une vision injonctive, qui dit finalement ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Une vision qui réinterroge en tout cas très souvent la loi de 2004. Deuxième confusion, une vision de la laïcité qui mettrait laïcité et tolérance sur le même plan. Et là, je vous renvoie encore une fois à l'ouvrage de Catherine Kingsler qui permet d'y voir extrêmement clair sur le sujet. Troisième confusion, une vision qui interrogerait les différences entre la laïcité à l'école et la laïcité au quotidien, une espèce de confusion école et société. Et enfin, une quatrième confusion qui est liée à la vision adjectivée de la laïcité, parfois, clairement entretenue, c'est pas parfois, c'est clairement entretenue par le discours partisan, politique, engagé. Alors à partir de là, évidemment, quelle réponse apporter ? Eh bien, en relisant l'historien Claude Nicollet, qui avait interrogé dans les années 1980 l'idée républicaine, on peut peut-être formuler une première réponse. Elle me semble tout à fait intéressante. La laïcité ne nous a pas été donnée comme une révélation. Elle n'est sortie de la tête d'aucun prophète. Elle n'est exprimée dans aucun catéchisme. Aucun texte sacré n'en contient les secrets. Elle n'en a pas. Elle se cherche, s'exprime, se discute, s'exerce. Deuxième réponse aussi, accepter la finesse et la complexité. Et je me permets de reprendre le croquis systémique de Mathieu Clouet, qui montre bien que face à un cas, la réponse est éclairée par ce triptyque. Le principe, bien sûr, pour commencer, mais aussi l'éthique et la pédagogie. Et c'est essentiel, et je crois que lorsque vous êtes en situation, on va dire en situation de stress, éventuellement par rapport à la gestion d'un cas, n'oubliez pas ce triptyque. Il est essentiel et il vous éclaire et il vous fait avancer de manière extrêmement concrète. Troisième réponse, nous l'avons abordée aussi tout à l'heure, c'est la pluralité. C'est la richesse de la définition de la laïcité, une pluralité de la définition que l'on nommait souvent par esprit de synthèse, finalement. Liberté de conscience, égalité de droits de tous les citoyens, quelles que soient, bien sûr, leurs convictions politiques ou religieuses, athées, croyants, agnostiques, et aussi, évidemment, cette idée de la puissance publique qui agit pour l'intérêt de tous dans un esprit d'universalité. Et donc la laïcité, c'est bien ce principe d'union de tout le peuple selon ces trois valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Un défi, donc, à relever pour les enseignants et un défi qu'Abdenour Bidar explique également par le prisme de l'histoire. En fait, pour lui, le défi est lié à l'image sclérosée de la laïcité qui illustrerait seulement, dans l'esprit de beaucoup, des questions finalement de la Troisième République. Et donc, Bidar explique qu'il y a le défi de s'inscrire dans une histoire longue de la laïcité scolaire en France, et en même temps le défi de s'adapter au temps récent, au temps présent, et de renouveler les choses. De fait, Bidar explique qu'il faut être un héritier actif et ne pas répéter, comme on disait tout à l'heure, comme une incantation, le grand texte de loi de 1905, aussi essentiel soit-il, mais voir davantage comment cette loi peut nous être utile aujourd'hui. Comment trouver l'action juste et la pensée juste dans la fidélité à un héritage, mais aussi impulser un mouvement. Il faut aussi penser à articuler la connaissance des principes et le savoir-faire de leur application et, bien sûr, de leur transmission.
Si Henri Pénard-Ruiz dit que nous sommes des fonctionnaires de l'universel, Bidart rappelle que nous exerçons aussi un métier d'intellectuel et de praticien. Et dans le métier, face aux questions sensibles, ces deux dimensions sont sollicitées, elles cohabitent et elles apportent une réponse avec cette idée du juste milieu à trouver entre laxisme et surréaction. Finalement, c'est être ferme mais avec l'art et la manière. Et surtout, c'est ne pas répondre à une hostilité déclarée par une hostilité qui lui serait supérieure. En fait, c'est ce que nous dit, c'est la leçon de Bidart, chacun est renvoyé à son propre savoir-faire. Et donc au final, le défi s'installe dans une perspective de long terme. Être fidèle à l'histoire et à la transmission du principe de laïcité, être formé, se former, s'assurer de la compréhension de la capacité donc de la faire vivre, être capable d'adapter les réponses et puis reconduire les dialogues, tout en ne renégociant pas la règle. La laïcité, c'est donc bien ce défi de l'intelligence, une intelligence qui a ses racines, on l'a vu, dans les Lumières, et qui fait en sorte que les droits des individus se concilient avec la communauté. C'est ce défi de l'intelligence, ce pari de la raison, ce pari de la science, ce pari de la réflexion, du plaisir du savoir par la construction raisonnée. Et c'est bien à ce défi que l'école doit répondre et qui nécessite d'être armée. Armée, c'est vrai, intellectuellement, et armée aussi avec des outils pédagogiques, ce qui nous permet de basculer dans la troisième partie de cette intervention. Alors, il n'est pas question, bien sûr, de vous faire, encore une fois, un catalogue de tous les outils proposés par l'Éducation nationale. Enfin, demeure la question du concret, du quotidien dans la classe. Et la question est la suivante. Qu'est-ce que c'est que vivre la laïcité à l'école ? Comment fait-on vivre la laïcité à l'école ? Et il est évident que la mise en œuvre de l'enseignement moral et civique, du parcours citoyen, également aussi des autres parcours d'ailleurs, constitue en fait le socle du vivre laïque à l'école. La mise en œuvre de l'EMC a permis vraiment de clarifier un certain nombre d'éléments qui peut-être étaient occultés à la fois dans l'éducation civique au collège, dans le CJS au lycée ou dans l'ICM, dans le premier degré, peut-être avec cette approche qui était très normative. Soyons clairs aussi, la pédagogie de la laïcité n'est pas une idée neuve. Relisons Piaget, qui distingue dès 1932 la morale d'autorité et la morale de coopération. Une morale donc de coopération qui engage l'enfant dans un respect mutuel et qui donc le guide également vers l'autonomie de raisonnement. Relisons Célestin Freinet. Il promeut lui aussi une pédagogie de la laïcité, puisqu'elle est basée sur l'échange, l'explication, la compréhension, les interrogations, l'éveil, la curiosité, l'envie de comprendre et de savoir. La pédagogie de la laïcité, c'est donc ce que vous allez voir maintenant, c'est-à-dire ce foisonnement de projets réalisés dans les établissements. Ici, les collègues des écoles du Boulonnais, dans le premier degré, ont fourni vraiment un très beau travail à partir de 4 albums de jeunesse que vous voyez ici au-dessus, et un travail qui a été illustré par des planches qui permettent aux élèves de s'exprimer par leur interprétation de l'album, leur finalement appropriation de la laïcité. Des jeux comme cet arbre à défi. L'arbre à défi qui a remporté le prix de l'initiative laïque en octobre 2017 au rendez-vous de l'histoire à Blois et qui propose, par une approche donc qui est très ludique, d'entrer de 4 manières. D'une part, par la rigueur de la définition. On définit des mots. D'autre part, par le questionnement du vrai et du faux.
Troisième entrée par le mot inconnu, qui permet donc de découvrir et de comprendre. Et enfin, quatrième entrée, une entrée par les stéréotypes, qui permet là aussi de déconstruire les clichés. Des jeux qui sont proposés aussi, et qui étaient proposés cette semaine dans les écoles de Villeneuve-d'Ascq, notamment ce jeu de loi proposé par la Ligue de l'enseignement, et qui invite les élèves à un parcours historique qui part du baptême de Clovis et qui s'achève par un regard sur la charte de la laïcité. J'étais dans une école lundi à Villeneuve-d'Ascq. C'était assez amusant de voir que sur une thématique qui était, enfin une entrée qui était une entrée historique, bien de voir un certain dynamisme des élèves qui étaient très content d'arriver le plus vite possible, finalement, à la charte de la laïcité. Alors justement, un regard, bien sûr, sur cette charte, à laquelle le site EduScol a donné un dynamisme réel, en l'agrémentant de capsules vidéo qui permettent, bien sûr, une analyse plus précise, et une charte qui doit, bien sûr, passer du principe au vécu. Alors la question, c'est bien de ne pas faire apparaître cette charte comme un document de plus dans une classe, hein, un document de plus qui permet d'agir ou qui ne permet pas d'agir. Les articles sont bien des articles qui sont gages de liberté, d'égalité, de fraternité, et c'est cela qui doit être mis en valeur, c'est bien cette idée du bénéfice. Alors ici, par exemple, un jeu puzzle, avec des mots d'élèves qui réinterprètent la charte et qui permettent là aussi d'avancer. On est toujours dans cette approche très, très ludique. L'un des numéros des cahiers pédagogiques de 2016, qui était consacré à la formation du citoyen, propose un article également consacré à la charte par le biais du travail d'un collègue de l'académie d'ailleurs, et les élèves y présentent également leur vision de la charte. Une charte donc qui est réécrite et qui indique, là encore, le bénéfice d'un document qui a pu apparaître trop souvent dans les classes finalement comme un espèce de règlement intérieur bis. Et c'est cela qui doit être évité. Alors, un travail qui est tout à fait intéressant, mais vous voyez, il est totalement nu parce qu'il est en cours de réalisation dans le premier degré avec deux collègues. Un collègue qui travaille à Armentières avec une classe de CM1, une collègue de Roubaix avec une classe de CP. Ils sont tous les deux en train de construire cette charte parallèlement avec le règlement de vie de classe, hein, dans ce double souci finalement de cohérence et de clarté. Donc là, la charte va prendre tout son sens au regard, si vous voulez, du vécu quotidien de la classe. Donc vous voyez des projets qui sont bien sûr nombreux, qui sont enthousiasmants et qui illustrent l'intérêt particulier pour se faire vivre. La posture laïque, elle est développée également sur la page EduScol qui développe la question de la formation des élèves à l'esprit critique. Un esprit critique qui est une dynamique, comme le rappelle Max Weber sur cette page, la reprise de la phrase de Max Weber sur cette page EduScol. La tâche primordiale d'un professeur est d'apprendre à ses élèves à reconnaître qu'il y a des faits inconfortables. J'entends par là des faits qui sont désagréables à l'opinion personnelle d'un individu. En effet, il existe des faits extrêmement désagréables pour chaque opinion, y compris la mienne. Ne s'agit-il pas là, comme nous l'avons démontré finalement, de l'ambition ultime de la laïcité ? Et voici le schéma qui est élaboré autour des capacités et des savoir-faire nécessaires à la vitalité intellectuelle. L'écoute, la curiosité, l'autonomie, la lucidité et la modestie. Des compétences, évidemment, qui peuvent être de manière très utile, sollicitées dans le quotidien de la classe. Quant aux outils proposés dans la mise en œuvre du programme d'EMC, et je pense là à la discussion à visée démocratique et philosophique, au dilemme moral, au débat réglé, au jeu de rôle,
Ils visent, alors ils sont bien sûr essentiels, et ils visent tous à mettre en place le souci de l'autre. Et par-delà même, en se mettant à la place de l'autre, sortir finalement de l'égotisme et plus largement sortir l'élève de sa croyance naturelle qu'il détient la vérité. L'élève doit apprendre à débattre pour en quelque sorte actualiser son humanité. Et finalement, la laïcité n'est-elle pas le moyen d'apprendre à avoir conscience de son humanité ? Et c'est bien à l'école que revient le devoir d'ouvrir un espace de dialogue où l'élève va se dévêtir de ses représentations, où il va découvrir l'autre, il va découvrir l'ailleurs. Il va interroger cet autre et cet ailleurs sur cette base d'égalité. C'est aussi le sens des principes, et notamment le sens de la loi de 2004. Voilà pourquoi l'école est bien ce temps de respiration laïque, pour reprendre l'expression de Catherine Kinsler. La laïcité à l'école est donc, comme nous l'avons répété, ce pari de l'intelligence. Et les fonctionnaires que nous sommes promouvons l'éthique de la discussion et de la responsabilité. Il ne peut y avoir que de laïcité aimable. Je reprends l'expression d'Alain Bergougnoux, et finalement c'est le seul adjectif que nous accepterons de lui attribuer. Cette laïcité qui donne au raisonnement, au savoir, à la réflexion, à la science, une dimension, c'est cette dimension qui réenchante l'école. Alors j'ai commencé mon propos par un manuel de causerie morale. Et je vous propose donc une dernière mise en perspective avec cette fois l'introduction d'un manuel d'EMC rédigé donc par Abdenour Bidar. C'est l'introduction qui est rédigée par Abdenour Bidar. Je vous propose cette lecture ici, je me permets de le lire dans son intégralité parce que je crois que tout y est. Nous sommes des êtres de lien, et sans eux, nous nous étiolons doucement, comme un arbre qui n'aurait plus de racines ni de frondaison. C'est trop souvent le cas dans nos sociétés contemporaines, qui se caractérisent par tant de déliaisons. D'une part, la disparition des grands horizons de sens et la dévitalisation des idéaux politiques privent les individus d'une direction commune vers laquelle ils pourraient rassembler leurs efforts et unir leurs espérances. Il faut de toute évidence à notre civilisation humaine un nouvel humanisme qui redonne aux hommes aussi bien le sens du collectif, du lien entre intérêt personnel et intérêt général, que le sens du voyage intérieur à la découverte de son âme. Espérons que le nouvel enseignement moral et civique y contribue. Des individus privés de direction commune, le sens du voyage intérieur, donner un nouvel humanisme, je crois que le défi est bien présent. Alors, tentons vraiment, pour terminer, cette idée de concordance des temps, nous sommes samedi matin, cette idée de concordance des temps avec un poème de Victor Hugo. C'est souvent son magnifique discours, évidemment, de 1850 contre la loi Fallou, que nous convoquons naturellement et logiquement pour parler de laïcité. Mais pour terminer cette matinée, ou plutôt pour commencer le week-end, je voudrais vous proposer la lecture de ce poème, qui résonne aujourd'hui encore de manière si lumineuse, alors qu'il est si souvent question des phénomènes de radicalisation. L'écho est tout à fait saisissant. La nuit produit l'erreur, et l'erreur l'attentat. Faute d'enseignement, on jette dans l'état des hommes animaux têtes inachevées, tristes instincts qui vont les prunelles crevées, aveugles effrayants au regard sépulcral, qui marchent à tâtons dans le monde moral. Allumons les esprits, c'est notre loi première, et du suif le plus vil, faisons une lumière. L'intelligence veut être ouverte ici-bas, le germe a droit d'éclore, et qui ne pense pas ne vit pas. Ces voleurs avaient le droit de vivre, songeons-y bien, l'école en or change le cuivre, tandis que l'ignorance en plomb transforme l'or. Flaubert, Hugo, je crois que le week-end peut commencer. Merci.